Mesdames, Messieurs, merci de prendre place. Nous arrivons au dernier panel de cet après-midi de conférence consacré au futur du marché unique. Nous avons commencé par un droit de réponse du Luxembourg qui a dressé un état des lieux. Maintenant, nous allons nous tourner vers l'avenir. Comment réinstaurer la confiance au sein du marché unique? Pour animer ce panel, débattre des causes éventuelles d'une perte de confiance et donner des pistes pour le futur, j'appelle l'administrateur délégué de l'ACA, Marc Engen. Merci. Et donc j'ai le plaisir d'animer ce dernier panel de cette sixième journée de l'assurance. Nous avons d'abord avec nous au panel Monsieur Mark Horowitz et Madame Silvia Santoro de la Commission européenne qui remplace au moins temporairement Madame Nathalie Berger. Alors on est en train de faire un test live, donc je ne sais pas si on va les entendre ou s'ils nous entendent nous. Donc bonjour en tout cas. Bonjour, nous on vous entend bien et fort. Ben voilà, donc nous aussi de ce côté-là, donc soyez la bienvenue sur le panel. En organisant le panel, nous avons demandé à chaque panéliste un slogan pour le thème du panel, comment réinstaurer la confiance au sein du marché unique. Et Madame Berger nous avait donné le thème, donner à l'EIOPA les moyens d'assurer sa mission. J'appelle maintenant Madame Pauline de Châtillon, membre du COMEX et responsable conformité chez BNP Paribas à Cardiff, en France. Madame de Châtillon nous a donné le slogan « Celui qui ne sait pas s'attaquer à ce qui est mauvais, c'est mal défendre ce qui est beau ». C'est une citation de Robert Schuman. J'appelle maintenant Monsieur Ivo Hux, directeur général de Swiss Re Europe à Luxembourg. Avec le slogan pour rentrer en matière dans ce panel, si à l'école vous avez un problème avec quelques élèves faibles, vous n'allez pas renvoyer toute la classe, mais travailler de plus près avec les cancres. J'appelle maintenant Maître Philippe-Emmanuel Parch, avocat associé chez Arndt de Médanach et professeur de droit bancaire et financier européen à l'Université de Liège. Maître Parch nous a donné le slogan pour davantage de volontarisme dans la relance et l'approfondissement du marché intérieur de l'assurance. Et last but not least, j'appelle Monsieur Claude Virion, directeur général du commissariat aux assurances à Luxembourg. Monsieur Virion nous a fait parvenir le slogan pour introduire le sujet d'aujourd'hui. Faisons du Luxembourg le label de qualité de l'assurance transfrontalière. Donc, Madame, Messieurs, oui, dans beaucoup de conférences et dans la presse, on parle d'une perte de confiance généralisée dans le grand marché européen. Et donc, cette confiance est mise en cause également par certaines dérives et par des mesures que je qualifie de protectionnistes mises en place par l'un ou l'autre pays. Or, ce grand marché unique repose sur une des 4 libertés fondamentales des traités européens. Et le Luxembourg, comme vous le savez, au plus tard à partir d'aujourd'hui, c'est en effet sa spécialité. Et donc, pour lancer le débat, je me tourne directement vers le régulateur, M. Virion. On lui posait la question, mais est-ce que, dans votre vue, il y a vraiment besoin de réinstaurer cette confiance? Et qu'en est-il de la confiance des régulateurs dans l'organisation et la surveillance de ce marché unique? Merci Marc. Oui, la question est multiple. Je pense que d'abord, il faut partir du constat que le marché unique de l'assurance est devenu une réalité. Cette réalité est devenue irréversible. Je pense qu'on peut aussi dire honnêtement que ce marché fonctionne globalement de façon extrêmement satisfaisante. Bien entendu, on cite toujours quelques cas d'entreprises en difficulté, opérant sur une base transfrontalière, pour nourrir des inquiétudes, mais qui en réalité ne sont pas fondées.
on ne remet pas non plus en cause l'assurance tout court, parce que sur tel ou tel marché national, il y a des assureurs qui connaissent les difficultés. Donc les difficultés ne sont pas du tout spécifiques aux opérations transfrontalières, mais sont une réalité avec laquelle le régulateur doit vivre. D'ailleurs, est-ce que la confiance a été perdue? J'en doute donc un petit peu. Lorsque je regarde les preneurs d'assurance qui sont fiers d'acheter des produits made in Luxembourg, et quand on regarde l'évolution de la libre prestation de services, cette évolution des chiffres d'affaires, ce n'est pas un accident, ce ne sont pas des clients qui, par quelques manigances de leurs intermédiaires, se retrouvent avec des contrats luxembourgeois sans même connaître leur assureur. Ce sont des gens qui, de façon délibérée et bien informée, ont fait le choix du Luxembourg à cause de la qualité des produits, à cause du fait que les produits répondent à ce qu'ils recherchent. J'étais il y a 2 jours dans une conférence organisée par IOPA où il y avait aussi un panel sur le marché unique. Et bien entendu, là de nouveau on a cité le problème de quelques assureurs ayant connu des difficultés, ayant fait des activités cross-border dans l'assurance médicale, dans l'assurance construction, dans l'assurance de la responsabilité civile automoteur. Et il a été dit, oui, ces gens-là qui ont été les victimes ne savaient même pas qu'ils traitaient avec des assureurs de tel ou tel pays et qu'en réalité, il faudrait que la qualité de la surveillance soit telle qu'il suffirait de dire que le produit est made in Europe pour que cela comporte une sécurité suffisante. Je suis complètement d'accord. À ce que la qualité minimale doit toujours être de façon à ce que le consommateur puisse avoir confiance dans un produit sans se poser la question qui exactement est le concepteur ou est le porteur de risque de ce produit. Mais je crois que pour le Luxembourg, il faut aller plus loin. Il ne suffit pas de dire nous sommes un pays parmi d'autres dont les opérateurs proposent des produits d'assurance. Je pense qu'il faut être fier du Made in Luxembourg et, comme je l'ai dit dans mon slogan, il faut en faire un argument de vente. Je crois que, bien entendu, on est un peu frileux et on considère ici au Luxembourg le moindre incident qu'il y a quelque part en Europe à la libre prestation de service et les récriminations qui s'en suivent comme une attaque sur le Luxembourg. D'après les discussions bilatérales que je peux avoir dans les coulisses avec les uns et les autres, même parmi les régulateurs, lorsqu'on met en cause parfois le fonction du marché unique, j'ai tout de même l'impression que ce n'est pas dirigé contre le Luxembourg, alors que parfois on a tendance à le ressentir comme ça. Il faut dire que les produits vendus par des assureurs, ce sont des contrats recherchés. En assurance non-vie, il s'agit de contrats B2B avec des intervenants avertis des 2 côtés. Et en assurance vie, majoritairement, les produits vendus s'adressent à une population fortunée et pareillement avertie. Et encore une fois, dans les 2 cas, le choix du Luxembourg, ce n'est pas le fruit du hasard. Est-ce que maintenant il y a une perte de confiance entre les régulateurs réciproquement? J'en ai déjà un peu parlé. Oui, il y a certains régulateurs qui sont peut-être considérés comme plus faibles, mais je prends là le mot d'ordre de M. Hooks. Voilà. Donc il ne faut pas jeter le bébé avec le bain. Ce n'est pas parce qu'il y a parfois des difficultés qu'il faut jeter aux orties le marché unique qui a tout de même apporté le plus grand bien aux consommateurs européens. Je ne suis pas non plus d'accord qu'il faille remplacer les faiblesses chez l'un ou l'autre, dans l'une ou l'autre affaire, par le fait de substituer IOPA aux régulateurs nationaux. Je crois que, aussi en application du principe de subsidiarité, il faut résoudre là les problèmes où on peut les résoudre de la façon la plus efficace. Et je crois qu'il faut beaucoup plus soigner le dialogue entre les régulateurs individuels
plutôt que de tout mettre sur la place publique et d'avoir des discussions. Et on en subit de plus en plus au niveau d'AIOPA, où on passe 4 heures à écouter des récriminations entre 2 pays et les autres 28 regardent et perdent leur temps plus ou moins. Je pense que là, il faut traiter les problèmes au niveau où ils doivent être traités et très souvent, c'est à un niveau bilatéral. Donc, je ne crois pas qu'on puisse tout de même ainsi parler d'une perte de confiance entre des régulateurs ni des preneurs d'assurance dans la libre prestation de services. Alors, que reste-t-il donc à dire en matière de perte de confiance? Est-ce que les opérateurs ont confiance dans le marché unique? Je ne vais pas répondre à cette question parce que dans ce même panel, il y a justement des opérateurs qui sont donc plus qualifiés que moi pour en parler. Mais je vais tout de même remettre sur le tapis ce que j'avais déjà dit en introduction, que à ne pas se faire confiance ou si les opérateurs ne font pas confiance, on risque d'arriver à une fragmentation du marché unique, chacun voulant imposer ses propres règles. De nouvelles réglementations nationales sont facteurs de coûts supplémentaires et qui finalement devra supporter ce coût, c'est le consommateur par le biais de primes plus importantes. Donc je crois que il faut plutôt approfondir le marché unique plutôt que de le mettre en cause et pour le plus grand bien de tous et surtout des consommateurs que nous sommes censés défendre. Merci Monsieur Virion. Donc une vue un peu moins généralisée mais plus spécifique sur l'un ou l'autre problème à régler. Je vais me tourner maintenant vers les représentants de la Commission européenne, à savoir Madame Santoro et Monsieur Horowitz. J'espère que le temps y est toujours, que vous avez tout entendu ce qui a été dit. Ok. Donc la Commission européenne est la garante de l'exécution et du bon fonctionnement des traités européens. Bien sûr, il y a des régulateurs nationaux et des régulateurs européens qui sont en place et qui font leur travail. Est-ce que vous pourriez nous faire part d'actions que la Commission entend entreprendre pour réinstaurer la confiance, ou est-ce que pour la Commission tout va bien dans le meilleur des mondes possible? Merci beaucoup. Alors, je dirais tout d'abord qu'effectivement, de façon générale, il n'y a pas de problème généralisé en matière notamment de libre prestation de services. Toutefois, il y a un certain nombre de cas récents où effectivement, de façon transfrontalière, des opérateurs qui opèrent souvent sur des marchés assez spécialisés d'autres États membres ont manifesté une défaillance. Et ces cas-là sont évidemment un sujet d'attention particulière pour la Commission, d'autant plus que même certains membres de la place nous ont attiré notre attention sur le fait que certains opérateurs avaient tendance à détourner l'esprit de la libre prestation de services. Alors, en matière de libre prestation de services, la Commission est d'abord très claire sur le fait que le principe, c'est d'abord la responsabilité du superviseur de l'État membre d'origine. Et cela indépendamment du volume relatif d'activité de l'assureur dans son pays d'origine et dans les pays d'accueil dans lesquels il exerce. Et je crois que, effectivement, dans certains cas, il est bon de rappeler que la confiance ne peut être rétablie que si l'ensemble des superviseurs nationaux, en tant que superviseurs donc État membre d'origine, assument véritablement leurs responsabilités de superviseurs, y compris dans les cas où finalement l'activité nationale demeure une part peut-être infime à l'égard de l'activité totale de l'entreprise d'assurance dans le cadre du marché européen. Je tiens également à noter que, indépendamment de l'intervention de la Commission, il y a déjà eu des initiatives que la Commission accueille très positivement, initiées par EIOPA, notamment pour permettre davantage de coopération, comme Monsieur le directeur général l'avait dit avant moi, entre les superviseurs du pays d'origine et du pays d'accueil, avec des plateformes organisées par EIOPA pour permettre une meilleure coopération
entre les superviseurs home et host, et plus généralement les cas de défaillance et les spécificités, encore une fois, des produits sur lesquels s'engagent certains assureurs par la LPS nécessitent une coopération, selon nous, renforcée afin de davantage comprendre finalement les spécificités de chaque marché national. Alors, est-ce que cela suffit ? On a dès lors demandé à EIOPA, c'est public dans le cadre d'un rapport sur la supervision des groupes et des activités transfrontalières, on attend d'EIOPA qu'elle nous dresse un état des lieux, notamment des problématiques sur la LPS. Ce dont on peut se douter dans le cadre de cet avis, même s'il n'a pas encore été, enfin de ces éléments d'information qui nous seront donnés, même s'ils n'ont pas encore été finalisés, c'est que l'EIOPA ne peut faire que de façon proactive, mais elle n'a pas forcément les pouvoirs lui permettant notamment d'instaurer des plateformes de coopération lorsque celles-ci lui semblent nécessaires. De la même façon, on peut se demander si EIOPA a l'information suffisamment en amont, lorsque des problèmes peuvent arriver dans le cadre de la libre prestation de services, pour justement favoriser, lorsque cela est nécessaire, un meilleur dialogue ou une résolution des problèmes entre le superviseur de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil. C'est la raison pour laquelle, évidemment, la Commission s'interroge sur la possibilité, alors sinon de donner des pouvoirs supplémentaires à EIOPA, du moins de s'assurer qu'elle a tous les outils en sa possession pour garantir sa capacité à permettre la coopération entre les superviseurs du pays membre d'origine et du pays d'accueil, et également, comme je le disais, peut-être également revoir les informations auxquelles elle peut avoir accès en amont des problèmes, justement pour pouvoir garantir cette confiance du marché unique et nous assurer que les cas de défaillance récents que nous avons pu constater dans plusieurs pays demeurent des cas marginaux. Merci beaucoup pour ces précisions qui sont importantes pour l'ensemble des gens qui sont ici dans la salle. Par contre, je vais peut-être profiter de M. Hux qui donc avait dans son slogan mentionné les cancres. Je crois que, si vous permettez, vous avez également parlé des cancres, comment les traiter. Peut-être M. Hux, comment vous le vivez dans le marché non-vie en tant qu'acteur? Oui, merci beaucoup. Je commencerai avec, pour revenir à M. Virion, il y avait un rapport qui a été publié ce week-end de la European Court of Auditors, qui semble être organisé par EIOPA pour appuyer certains arguments que vous venez de mentionner, M. Rowitz. Donc je vois très bien dans quelle direction l'EIOPA pourrait proposer des mesures de demain. Quand même, ça commence par une reconnaissance du marché unique où il y a une citation qu'il y a 750 compagnies en Europe qui font des affaires en LPS ou LE, et il y a 60 milliards de primes dont on parle aujourd'hui sur ce marché unique. Donc pour moi, c'est une réussite d'abord, cette création de marché. Et on a quelques faillites, effectivement. Les faillites sont surtout dans le domaine, je dirais même, de certaines assurances obligatoires. On parle de la décennale française, RC Auto et autres cas, où effectivement, il y a un marché national ou des victimes qui subissent des pertes sans être remboursées, rémunérées à la fin. Et donc la confiance, si tu veux dire, elle est un peu rompue plutôt du côté des assureurs de ces marchés-là, des marchés d'accueil, et peut-être des régulateurs, parce qu'il y a derrière, par exemple, des fonds de garantie qui doivent intervenir, etc. Tout ça, pour moi, c'est des exceptions à des règles qui fonctionnent assez bien et en général. Et malheureusement, les exemples souvent viennent de certains pays d'origine où peut-être la réglementation ou la surveillance n'est pas à la hauteur ou la même hauteur que dans d'autres pays. Donc mon souhait serait plutôt de regarder comment on peut appuyer la qualité et la compétence, les compétences de ces régulateurs. Il y a déjà beaucoup de moyens, vous en avez cité quelques-uns, les plateformes de collaboration. Nous, par exemple, on a un collège de supervision. Je pense le CEA a fait tout un travail d'inviter les marchés d'accueil à
participer à ces 2 jours de travail sur notre compagnie et de poser des problèmes, et peut-être derrière de développer aussi un dialogue individuel quand c'est nécessaire. Mais probablement aujourd'hui, et peut-être dans ce contexte-là, on pourrait aussi réfléchir comment augmenter les compétences de ces régulateurs, pourquoi pas instaurer un concept un peu de rotation, où dans des régulateurs aujourd'hui des marchés matures et bien formés, pourquoi pas, si vous êtes français, aller pour 2 ans dans un de ces pays où vous avez un problème pour mettre à niveau les compétences, amener le savoir-faire du marché d'accueil et comme ça, généralement, contribuer à une amélioration de la qualité et de l'homogénéisation de la qualité de la réglementation, de la surveillance plutôt. Mais soyons honnêtes aujourd'hui, je pense qu'il y a un petit arbitrage réglementaire, et je le dirais dans un sens positif. Et je voudrais revenir vers un élément que vous avez mentionné, M. Horowitz. Nous, on s'est installé au Luxembourg justement parce qu'on ne veut pas faire des affaires au Luxembourg, et on ne va jamais avoir plus d'affaires au Luxembourg que dans des autres pays. Ce n'est pas du tout l'objectif qu'on a. L'objectif, c'est d'avoir un hub européen dans un pays où on a entendu les arguments de Susie Orford dans l'après-midi, comment TIAG s'installe ici. C'est exactement les mêmes arguments que nous avons, nous. On s'est installé ici, y compris par des raisons d'un régulateur de qualité. On a un tampon de qualité et qu'on veut défendre et maintenir. Et dans ce contexte-là, je pense, M. Virion, si on avait un souhait, si on pouvait avoir un souhait, c'est compte tenu de l'arrivée d'un nombre nouveau d'acteurs, je pense à un certain moment, le CEA devrait aussi augmenter les ressources pour faire face à ces nouveaux acteurs, pour nous accompagner aussi bien que vous l'avez su dans le passé. Ça, je pense que c'est très bienvenu. Vous avez, dans tous les temps, su être très proche de nous. Cette proximité, on ne souhaite pas perdre dans le futur. Il y a peut-être aussi, du côté assureur, des choses à faire. Alors, ce qu'on fait, nous, quand on a une idée de quelques doutes, et on a eu un signal d'un marché où on nous faisait le reproche qu'on était peut-être un peu loin du marché original et qu'on ne comprenait peut-être pas tout à fait la mécanique du marché, c'est plutôt du côté direct que je parle, on est allé visiter ce régulateur. On n'est pas surveillé, mais rien n'empêche d'avoir un dialogue, de nous expliquer, d'expliquer notre business model, de mettre en face un visage pour ces régulateurs, un numéro de téléphone s'il y a un problème, et d'échanger. D'ailleurs, on peut apprendre des choses, on peut améliorer notre produit, on peut améliorer aussi, peut-être corriger quelques erreurs qu'on a fait. Et on est tout à fait prêt à s'engager dans cette discussion qui n'est pas obligeante dans le sens où on a un seul régulateur, qui est le luxembourgeois, mais on augmente les connaissances de ce marché d'accueil. Okay. Merci Ivo. Est-ce que M. Horowitz, vous voulez peut-être raccrocher là-dessus, ou M. Virion Oui. En tout cas, nous, je pense qu'on est d'accord sur le fait que c'est d'abord une question de qualité, comme vous disiez, de la supervision, et que tous les superviseurs, de ce point de vue-là, ne soulèvent pas les mêmes difficultés, même si certains cas de défaillance dont on a eu connaissance provenaient d'autorités dont on n'aurait pas pensé nécessairement qu'il s'agissait d'autorités où la supervision n'était pas forcément complètement satisfaisante. Aussi, un deuxième point, vous avez mentionné les collèges de superviseurs, et vous avez raison que la réglementation permet notamment aux superviseurs de succursales, par exemple, de participer à ces collèges de contrôleurs, et donc de permettre le dialogue que vous évoquiez. Le problème, c'est que dès lors que vous n'avez pas de groupe d'assurance, et que donc vous n'avez pas une filiale implantée dans un autre État membre, la structure de collège de superviseurs, qui est une structure qui fonctionne, comme vous l'avez mentionné, n'existe pas, ou en tout cas n'est pas obligatoire. Et c'est bien à ce moment-là que l'on pense que l'EIOPA peut intervenir pour mettre en place une structure qui s'apparente à un collège de superviseurs, sans pour autant avoir nécessairement
la rigidité ou toute la complexité procédurale qui peut y être associée. Donc je pense qu'on est un peu sur cette même idée. La question est de savoir véritablement sur les quelques cas, et comme vous dites, pour l'instant ils sont assez isolés, où il y a des problèmes et où la réglementation actuellement présente peut être un trou, enfin une déficience du fait par exemple qu'il n'y ait pas de collège de contrôleurs lorsque vous n'avez pas de groupe d'assurance. C'est à ce moment-là où peut-être que la Commission peut réfléchir à voir dans quelle mesure les outils non contraignants actuels que les IOPA peuvent mettre en place, comme les plateformes de coopération, peuvent être plus facilement implémentables dans le cadre d'une réglementation claire et écrite. Merci, Monsieur Horowitz. Je me tourne maintenant vers Madame de Châtillon, un grand assureur principalement actif en matière vie. Qu'est-ce que vous inspire les déclarations de la Commission, respectivement, comment vous vivez le reproche ou le sentiment d'une perte de confiance? En fait, on parle de marché unique. Je pense que d'un point de vue de la libre circulation des personnes, des biens et des services, ça effectivement c'est bien installé dans le paysage. Mais j'irai pas jusqu'à dire qu'on a un marché unique. Pour moi, d'abord, il n'y a pas d'harmonisation du droit du contrat, il n'y a pas d'harmonisation fiscale, la notion de règle d'intérêt général est très, très variable d'un pays à l'autre. Quand on regarde sur le site des IOPA, où ils doivent afficher toutes les règles d'intérêt général de tous les pays européens, j'ai vu au moins 2 pays qui avaient plus de 100 pages de règles d'intérêt général. Il y a un autre pays qui n'a pas traduit en anglais ces règles d'intérêt général. Enfin bon, tout ça ne me paraît pas être caractéristique d'un vrai marché unique. Bon, on a mentionné les pratiques des superviseurs, on a mentionné les délais et les conditions de transposition, où il y a de la surtransposition, de la sous-transposition et de la transposition en retard. Et le point qui me paraît le plus important, donc bon, les 2 points, je profite d'avoir la Commission européenne devant moi. Je crois que c'est le cas de nous tous. Outre les règles d'intérêt général, je dirais qu'il y a aussi une absence de clarification des compétences sur le pays, qu'est-ce qui vient du pays d'origine et qu'est-ce qui est du pays d'accueil. Et il me semble que pour le prudentiel, c'est assez clair, mais tout ce qui concerne la protection de la clientèle et des sujets qui sont exactement à la frontière entre le prudentiel et la protection de la clientèle, comme le contrôle interne, c'est pas du tout clair. Donc voilà, moi je dirais que le marché de l'assurance, marché que je ne qualifie pas d'unique, est un peu le reflet de la construction européenne avec ses avancées et avec ses difficultés. Merci, Madame de Châtillon. Mais j'aurai des pistes pour avancer. Mais je le garde pour après. Ah, vous le gardez pas. Je me tourne maintenant vers Maître Parch. Donc, si je peux le dire un peu plus vulgairement, très souvent, l'ordre public général est très élargi ou sur base ou sur prétention de protéger la clientèle. Donc IDD appelle même à la publication, on en fait état dans des centaines et des centaines de pages supplémentaires. Monsieur Parch, qu'est-ce que, en fait, est-ce que vous croyez que c'est un moyen efficace pour instaurer la confiance? Je crois que c'est un début et je vous rassure, je ne me suis pas coordonné avec Madame de Châtillon, mais je vais aller un peu dans le sens de ce qu'elle dit et pousser justement la question des solutions et des instruments à disposition, et je dirais à disposition de la Commission européenne, mais aussi des assureurs. Alors, cette question de publication des mesures d'intérêt général dans le cadre de la directive IDD, c'est un premier bon pas. Mais il ne suffit pas parce que finalement, ça va assurer la transparence, mais ça ne va pas éviter l'adoption de raisons d'intérêt général ou de mesures d'intérêt général par l'état d'accueil qui sont finalement des obstacles à la libre prestation de services. Alors, avec la transparence, il va peut-être y avoir un effet de self-restraint des États membres, ils vont moins en adopter, la Commission va peut-être intervenir. Un point positif est également qu'il y aura un rapport de l'EIOPA pour la fin février 2019 là-dessus. Rapport qui sera adressé à la Commission européenne. Mais ça ne suffit pas parce que ça ne concerne aussi que
la directive sur la distribution en matière d'assurance. Ça ne couvre pas tout le domaine des assurances, mais c'est probablement un point de départ, à partir duquel le monde de l'assurance peut chercher à sensibiliser les instances européennes face à cette dérive, face à ces abus de mesures soi-disant d'intérêt général. C'est l'occasion pour la Commission européenne, si elle est convaincue, de créer un groupe de travail, de faire peut-être un rapport au Parlement européen et au Conseil, et d'envisager certaines mesures. Mais la Commission a aussi d'autres mesures peut-être un peu plus invasives, et vous y avez fait allusion, ce serait la possibilité, par exemple, de moderniser la communication de 2000 sur l'intérêt général et la libre prestation de services en matière d'assurance. Justement, déjà en 2000, la Commission européenne avait épinglé cette dérive consistant à publier ou à considérer des blocs entiers de législation comme toutes d'intérêt général et s'appliquant aux assureurs en provenance d'autres États membres. Et la Commission, dans cette excellente communication, avait passé en revue une série de pratiques en disant qu'il y a des choses qui ne doivent pas se faire. Rien n'empêche la Commission européenne de moderniser cette communication et notamment d'aborder la question finalement de l'occupation du terrain par le droit européen ainsi que la liste de toutes les questions qui relèvent de la compétence exclusive de l'État membre d'origine. Je dirais que c'est un problème qu'on rencontre dans d'autres secteurs du droit bancaire et financier, mais notamment la question des actifs éligibles. On a trop d'interventions pour le moment des États membres d'accueil sur cette question. Donc une communication de la Commission, qui en plus est un document qui sont souvent bien fait, qui est stable dans le temps, qui est synthétique, pourrait apporter quelque chose. Et je note que la Commission actuelle s'est engagée dans cette approche dans d'autres domaines. Il y a par exemple une communication sur les investissements intra-européens qui a été adoptée il y a peu de temps, qui s'applique à tous les secteurs, dont le secteur de l'assurance, et qui vient rappeler les limites qui s'imposent aux États membres d'accueil lorsqu'ils veulent créer des mesures soi-disant d'intérêt général. Et notamment, il y a des exemples dans des domaines proches de l'assurance. Il y a 2 exemples qui concernent les fonds de pension. Donc, ça vaut la peine d'aller voir cette communication, mais ça vaudrait la peine que la communication spécifique en matière d'assurance soit modernisée. On a parlé tout à l'heure de la coopération entre les régulateurs nationaux. Là, je vais être un peu technique pendant 15-20 secondes, mais à propos des raisons d'intérêt général, des mesures d'intérêt général, pour qu'elles soient opposables aux opérateurs d'autres pays, il faut qu'elles soient proportionnées. Et dans le contrôle de proportionnalité, il y a cette obligation pour le régulateur de l'État membre d'accueil de prendre en considération les garanties qui sont déjà offertes dans l'État membre d'origine. Alors, ça demande un examen au cas par cas qui est parfois complexe. Mais en matière d'assurance, on a cet avantage énorme d'avoir des régulateurs. Et des régulateurs qui peuvent se parler. Et le régulateur de l'État membre d'origine peut tout à fait prendre son téléphone et dire au régulateur de l'État membre d'accueil « On a vu vos nouvelles mesures d'intérêt général, mais vous savez, nous, on poursuit les mêmes objectifs un peu autrement. Il y a équivalence finalement entre nos systèmes. Alors s'il vous plaît, ne venez pas imposer le respect littéral de vos nouvelles obligations à nos assureurs. » Et là, il y a une possibilité de dialogue, il y a une possibilité d'amélioration. Ça permettrait, si vous voulez, de diminuer un peu le poids pour les assureurs de ces soi-disant mesures d'intérêt général. Alors, on peut monter maintenant en gamme aussi. La Commission européenne a l'arme du recours en manquement, soit d'initiative, soit à la suite de plaintes d'opérateurs. Je vous vois sourire, mais qu'est-ce que je constate ? Graduellement, la Commission européenne est de moins en moins active dans le domaine des assurances. Il y a de moins en moins de recours en manquement depuis les années 80, 90, 2000, 2010. Là, il n'appartient qu'à la Commission de faire usage de cet instrument et finalement d'assumer sa mission de gardienne du traité. Là, il y a une question, je dirais, de volonté politique de la part de la Commission européenne. Toujours dans l'aspect contentieux, je sais que les assureurs ne sont pas des va-t-en-guerre et n'aiment pas trop les affaires judiciaires, mais ils ont la possibilité d'introduire des recours devant les juridictions nationales, de faire susciter des questions préjudicielles à la Cour. Il y a aussi parfois, et avec l'évolution de la jurisprudence de la Cour,
Je dirais que c'est une voie qui est en train de se développer de plus en plus, ou qui pourrait se développer. C'est les actions en responsabilité contre les États membres, donc les États membres d'accueil, pour violation du droit européen. Alors, je n'entre pas dans les détails, mais je vais donner un exemple. La loi belge de 2014, qui finalement a été retirée par le législateur belge, est probablement un bel exemple de violation flagrante du droit européen. Et compte tenu des dommages causés notamment aux assureurs luxembourgeois, parce que pendant 3 ans environ, le marché belge a été perdu, suite à ces normes en termes d'actifs éligibles de la part de l'État membre d'accueil, il se pose la question de l'opportunité d'une action en responsabilité. Alors, c'est évidemment délicat, mais le jour où les États se rendront compte qu'ils peuvent être frappés au porte-monnaie parce qu'ils instaurent de manière légère et excessive des mesures protectionnistes, peut-être qu'ils réfléchiront. Alors, je termine très rapidement sur 2 possibilités d'action législative de la Commission européenne. C'est que pour le moment, en matière de mesures d'intérêt général, l'initiative appartient à l'État membre. Il décide d'adopter unilatéralement une telle mesure, et puis c'est aux malheureux assureurs, aux malheureux clients, aux malheureux consommateurs de courir après et d'essayer de faire tomber cette barrière. Mais il y a des domaines en droit européen où c'est le contraire qui se passe. L'État qui veut faire cela doit notifier son projet à la Commission européenne, et ce n'est que s'il a l'autorisation de la Commission européenne qu'il peut le mettre en vigueur. Et notamment, il y a actuellement, dans le cadre de la directive Services, qui ne s'applique pas au domaine des assurances, une proposition de la Commission en ce sens. J'espère que cette proposition passera, et j'espère qu'elle fera des petits dans d'autres domaines, dont celui de l'assurance. Et puis, il y a une chose à laquelle vous avez fait allusion, une façon de faire disparaître les raisons d'intérêt général, mais c'est d'harmoniser le droit des contrats, au moins à titre optionnel, avec un 28e ou un 29e régime qui serait applicable en cas de libre prestation de services si les parties le souhaitent. Dans ce cas-là, on évite le problème. Merci Maître Parche. Je vais laisser la parole à Madame de Châtillon qui va nous dévoiler certainement les pistes dont elle a fait mention là tout à l'heure. Moi, je vais aller sur un terrain facile, c'est le terrain de PRIPS. Je pense que PRIPS fait l'unanimité. À la fois, tout le monde est d'accord que l'idée est très bonne et que la réalisation est catastrophique. Et donc, je trouve qu'on aurait... je vais prendre un cas très concret qui concerne beaucoup Cardiff, donc voilà. C'est les contrats multisupports. Et donc, je trouve que les pays qui ont des fonds internes dédiés ou des contrats multisupports auraient pu demander à avoir un KID spécifique pour ces contrats. Donc, ça n'aurait pas été une harmonisation idéologique et complètement tout le monde au cordeau, je ne veux voir qu'une seule tête. Ça aurait été un peu différent, mais on aurait respecté l'idée d'un contrat, d'un document d'information clé court et compréhensible par l'assuré, sans dénaturer ce qu'est un multisupport en essayant d'imposer une vision qui ne correspond pas à ces contrats. Voilà. Donc en fait, c'est de peut-être faire des sous-ensembles, de dire on ne va pas faire des règles pour l'ensemble des pays, mais peut-être que certains pays qui ont les mêmes caractéristiques ou certains produits qui ont les mêmes caractéristiques, mais on fait des règles pour eux. Et c'est une façon d'avancer vers une convergence sans que ce soit une idéologie de l'unicité. Voilà. Et ma deuxième souhait, lettre au Père Noël, c'est d'avoir des reportings harmonisés. Et notamment en lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme, on voit qu'on demande des reportings quand on fait de la LPS dans un pays qui ne correspondent pas au reporting que demande le pays d'origine. Donc ça serait pas mal que l'État d'accueil et l'État d'origine se mettent d'accord sur une matière telle que la lutte contre le blanchiment. Merci Madame de Châtillon. Est-ce que je peux demander aux autres panélistes s'il y a encore des rajouts à faire, Monsieur Virion, pardon. Oui, je voudrais rebondir sur certaines des choses qui ont été dites. Et d'abord sur la transparence sur les règles d'intérêt général. L'idée, bien entendu, est toujours excellente, comme celle pour les PRIPS, mais la mise en œuvre est impossible. On demande aux régulateurs de signifier à IOPA ou quelque instance qui soit
les règles nationales d'intérêt général, comme si le législateur avait donné au régulateur le soin de dire moi je vote les lois comme Parlement, mais c'est le régulateur qui dit ce qui est vraiment obligatoire et ce qui est peut-être nice to have. C'est impossible. Du moment qu'une loi a été votée par un Parlement d'un pays, le régulateur ne peut pas dire que telle ou telle règle, même si dans son fort intérieur il est peut-être persuadé que cette règle n'est pas indispensable, mais les régulateurs, ce sont des fonctionnaires nationaux qui ont juré fidélité à la constitution du pays dans lequel ils servent, ils ne peuvent pas faire le tri entre différents types de règles, sauf si le législateur lui-même a déclaré certaines règles comme simplement supplétives. Donc là, je pense que cette communication des règles d'intérêt général, c'est une vision un peu utopique qui ne marchera jamais. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord à ce qu'il faudrait enfin s'atteler à harmoniser du moins en partie les droits du contrat pour avoir un level playing field, pour avoir une protection équivalente. La deuxième chose, ce sont les critères dégagés par la Cour de justice de l'Union européenne sur l'intérêt général. Maître Parch a bien fait d'évoquer la communication interprétative de la Commission du début des années 2000, mais aujourd'hui, quand je parle à mes collègues régulateurs, je peux les compter sur les doigts d'une main, le nombre de régulateurs qui connaissent encore l'existence de cette communication. Je pense qu'il y a 2 jours, M. Karel Van Hulle, je pense que certains de la Commission doivent encore bien connaître, ils ont dit ce n'est pas un hasard que les entreprises qui font de la libre prestation de services se trouvent dans les petits pays. Les petits pays, oui, ils ont des marchés restreints. On s'intéresse à la chose européenne. Les grands pays, c'est en fait le dernier de leurs soucis, sauf s'il y a problème pour tel ou tel opérateur sur leur territoire. Mais je crois que ce qui manque dans les grands pays surtout, c'est l'esprit européen. Et l'esprit européen veut dire qu'on recherche des solutions ensemble européennes quand c'est possible. Bon, donc je pense que lorsqu'on a parlé tout à l'heure de la mise à niveau des connaissances de certains régulateurs, oui, bien entendu, il faut s'adresser au cancre et disons, instiller des connaissances là où elles font défaut, mais il y a aussi un certain remise à niveau des régulateurs de grands pays pour leur rappeler certaines choses essentielles, dont notamment les 4 ou 5 critères développés par la Cour de justice en matière d'intérêt général. Donc on n'a pas nécessaire de tout harmoniser. L'outil juridique est là, il suffit de la bonne volonté de les mettre en œuvre. Merci Monsieur Virion pour cette rajoute et ces précisions fort utiles. Le temps a vite avancé avec des discussions qui étaient très intéressantes et très enrichissantes. Vu que nous avons un petit timing à garder, je me permets d'essayer de tirer une brève conclusion de ces échanges très fructueux. C'est qu'il n'y a pas vraiment une perte généralisée de confiance dans le marché unique. La Commission est consciente qu'il y a certaines dispositions à prendre pour continuer à faire de la libre prestation de services dans des bonnes conditions. Et je crois que nous avons aujourd'hui décelé au moins 10 bonnes pistes qui peuvent être approfondies d'une manière assez concrète. Donc si vous permettez, je vais clôturer le dernier panel de l'ACA Insurance Day. Je remercie tout particulièrement les représentants de la Commission qui, c'était pas évident d'être là par vidéoconférence. On a eu une crise cardiaque technologique juste avant qu'on commence, mais tout a bien marché. Donc un tout grand merci d'avoir participé et je crois qu'on peut les applaudir. Le même remerciement vaut certainement aussi pour les panélistes physiquement présents, bien sûr, sur ce panel. Donc, merci beaucoup d'avoir contribué à la richesse des échanges lors du 6e ACA Insurance Day.
Merci également donc à vous tous, très nombreux, aussi nombreux que jamais auparavant pour l'Aka Insurance Day. Donc la première partie de l'Aka Insurance Day s'achève ici, mais ce n'est que la première partie alors qu'il y a une deuxième partie. Donc avant de continuer, notez-vous bien dans les agendas, le 21 novembre 2019, ce sera la 7e édition de l'Aka Insurance Day, ici même, au European Convention Center. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est la première partie ici qui s'achève. Donc, je vous remercie de votre attention et je vous prie de vous rendre de l'autre côté, je sais que c'est grand et loin, du centre de conférence dans la très grande salle où environ 400 personnes supplémentaires vont se rejoindre à nous et où donc la deuxième partie et la troisième partie de la soirée vont avoir lieu. Donc un tout grand merci beaucoup et je vous prie donc de prendre place dans l'autre salle. Merci.